à tous, bienvenue pour cette table ronde sur les directions achats. Ouvrez vos portes aux startups. On est absolument ravis de vous voir tous réunis aujourd'hui et en ligne pour pouvoir aborder cette vaste thématique de la collaboration des grands groupes avec les startups. Alors, on s'est dit en intro que c'était une thématique hyper intéressante et importante parce que vous aurez l'occasion de le voir avec les différentes interventions de cette table ronde. Les choses bougent, il y a énormément de mouvements qui se mettent en place au niveau de l'État, au niveau des grandes entreprises, au niveau des startups aussi. Et on a comme l'impression que ces mouvements peuvent se mutualiser pour permettre d'accélérer les choses. Je vais d'abord me présenter. Margot Boulier, je travaille chez BPI France au niveau de l'équipe BPI France Le Hub, qu'on pourrait présenter comme un centre de service pour les startups qui sont investies par BPI France. Et je travaille particulièrement à la conception de programmes d'accompagnement pour les directions achats, les directions innovation des grands groupes, qui visent à les aider à accélérer sur la mise en place des collaborations avec les acteurs innovants. Je suis aujourd'hui accompagnée de Sabrina qui travaille pour la French Tech et qui pilote le plan Je choisis la French Tech depuis 7 mois. La French Tech est une direction qui est rattachée au ministère de l'économie, de la finance et de l'industrie. Et Sabrina va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur la mission French Tech. Il y a aussi à nos côtés aujourd'hui Nathalie Leroy, qui est déléguée générale adjointe du Conseil national des achats, le CNA. Le Conseil national des achats qu'on pourrait décrire comme le phare qui présente les tendances des directions achats de par toute la France, dans les régions et au niveau de Paris, pour les grands groupes et toutes les organisations qui œuvrent à aider les directions achats à identifier les tendances et les innovations qui vont transformer la fonction. On est aussi en compagnie de Marc Levasseur. Marc Levasseur, qui est directeur achat RSE du groupe Aéroports de Paris et qui pourra nous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure ses fonctions, mais notamment Aéroports de Paris, que vous connaissez tous, puisqu'il pilote l'ensemble des activités qui réunissent et qui permettent de faire fonctionner les aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Orly, rien que ça, et puis tous les aéroports de la zone parisienne. Plus l'international. Plus l'international. À nos côtés aussi, Magali Testard. Magali, tu es senior partner chez Roland Berger France. Tu portes particulièrement les practices orientées sur les directions achats, mais tu gères des missions pour la transformation de toutes les directions transverses à l'entreprise. Et tu travailles à nos côtés depuis 1 an sur le pilotage du programme DAPI, Direction Achat pour l'Innovation. Et à nos côtés, pour finir cette présentation... Bonjour. Eric Dos Santos, qui est directeur achat, innovation et partenariat pour Schneider Electric. Schneider Electric que vous connaissez sans doute tous et qui travaille sur la modernisation des sites industriels avec notamment la conception d'infrastructures innovantes. Et tu pourras nous en dire aussi un petit peu plus tout à l'heure sur les activités de Schneider. Alors Sabrina, je vais te laisser la parole pour nous parler un petit peu de ce mouvement Je choisis la French Tech. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que c'est déjà, Je choisis la French Tech? Alors, j'ai beaucoup à dire sur le programme Je choisis la French Tech. Je voulais d'abord commencer déjà par vous dire bonjour et vous dire j'étais vraiment ravie d'être aujourd'hui, d'introduire une si belle table ronde avec ce beau programme qui est Je choisis la French Tech et aussi remercier BPI France qui est un partenaire très important du programme. BPI Le Hub, vous travaillez au quotidien avec nous, on travaille de manière très rapprochée. On était ensemble la semaine dernière et c'est vrai que entre BPI et la mission French Tech, on a un lien naturel, on a un objectif commun qui est de soutenir la croissance des startups. Donc on est super heureux de cette belle collaboration. Donc déjà un grand merci pour tout ça. Alors l'intitulé de cette table ronde, c'est Direction achat. Ouvrez la porte aux startups. Et finalement, c'est la meilleure façon de résumer le programme Je choisis la French Tech. Je trouve que c'est une très belle phrase, un bel appel. Ce programme, il vise à faciliter l'accès des startups aux grands groupes et donc forcément aux directions achats. C'est un programme qui a été lancé en juin 2024. Donc il a un peu plus d'1 an et c'est un programme jeune encore. Avec un constat de départ, c'est que finalement, on a 2 mondes qui se connaissent peu, qui se connaissent mal, les startups d'un côté et les grands groupes. Et entre ces 2 univers-là, il y a encore aujourd'hui de la méfiance, de la peur du risque et aussi, il faut le dire, une méconnaissance des procédures d'achat innovants. Donc nous, sur le programme Je choisis la French Tech, concrètement, on travaille à rapprocher ces 2 univers qui, en fait, ont tout intérêt à
à collaborer ensemble. C'est du gagnant-gagnant. Les startups, c'est du contrat. Les grands groupes, c'est trouver des solutions innovantes, différentes à leurs grands défis. Alors, comment on fait pour rapprocher ces deux mondes? On utilise plein de leviers. Le premier, c'est les rapprocher physiquement déjà. Parce que pour se rapprocher, il faut se voir et puis il faut se parler, s'écouter. Donc, on organise des mises en relation commerciales nombreuses. On en a fait plus de 5000 l'année passée. Alors, on ne fait pas ça tout seul, parce que la mission French Tech, on est une trentaine de personnes, mais on s'appuie sur les capitales et les communautés partout en France, 17 capitales French Tech et 31 communautés. On s'appuie aussi sur nos partenaires. Donc vous, BPI, vous nous avez aidés à organiser, il n'y a pas si longtemps, en avril, une très belle mise en relation qu'on avait fait chez GIDE autour de l'intelligence artificielle. Ça avait très bien fonctionné. On avait mis en relation 15 grands groupes et une vingtaine de startups, et c'était ultra qualitatif. On avait généré 80 rendez-vous. Et c'est vrai que la particularité sur Je choisis la French Tech, c'est d'organiser des mises en relation hautement qualifiés. Et ça, c'est important, parce qu'on ne veut pas faire perdre le temps ni des grands groupes, ni des startups, qui est un temps précieux. Donc, on a des startup managers. Il y en a qui sont présents dans la salle à la mission French Tech, qui connaissent très bien les offres des startups. On a aussi, nous, une connaissance des grands groupes. On est en lien avec vous. Schneider, vous êtes soutien du programme. ADP, vous êtes aussi très engagés. Et donc, nous, on fait se croiser le bon besoin et la bonne offre. Et alors Sabrina, après cette année finalement de pilotage du plan Je choisis la French Tech, quels seraient en quelques mots tes apprentissages principaux ou les observations les plus marquantes que vous avez pu faire sur l'engagement des grands groupes, sur cette ambition forte de doubler les commandes auprès des startups d'ici 2027? Alors, disons que le constat le plus fort, ça serait quand même que vraiment il y a un réflexe startup qui se développe. Et puis le message de Je choisis la French Tech, il est partagé. C'est une conviction, on le sent. On a un public de grands groupes qui sont soutenants. Maintenant, il y a le soutien et il y a le passage à l'action. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que les mises en relation ne sont pas suffisantes. Il faut qu'on aille plus loin. C'est pour ça qu'on s'appuie sur d'autres leviers, notamment la formation, qui est un sujet super important. Vous allez en parler avec DAPI. Alors, dans le cadre du programme, le médiateur des entreprises a monté un observatoire des relations entre les grands groupes et les startups. C'est la première fois qu'on a un outil qui nous permet de mesurer cette relation. Et je sais que vous allez en parler aussi. Donc, il a sorti un rapport en mai dernier. Et dans ce rapport, il pointe le manque de formation comme un des freins principaux d'accès des startups à la commande, aussi bien publique que privée. Donc pour nous, c'est un axe super important, donc avec DAPI, qui s'inscrit dans le cadre du programme Je choisis la French Tech. DAPI, c'est Direction des achats pour l'innovation, une formation pour les grands groupes sur 12 mois, très qualitative. Et on soutient, on fait la promotion de ce programme aussi parce qu'on a des retours très, très positifs. C'est une formation qualitative, donc on la pousse aussi de notre côté. Et puis, on va au-delà de la formation des grands groupes parce que côté start-up, il y a un gros besoin de formation. On va lancer en janvier, en début d'année, le projet Je choisis la French Tech Academy. Donc, c'est des MOOC en ligne pour former les startups à la commande publique. Ce sera des MOOC certifiants et l'objectif, c'est de former 1000 startups à la commande publique sur la première année du lancement. Voilà, cet objectif de formation, il est essentiel pour nous. Et puis, je pourrais dire aussi, par rapport à l'enseignement, puisque tu poses la question, Margot, c'est que, alors certes, on va mener des actions au quotidien, on va faire tous les efforts possibles, mais Je choisis la French Tech, c'est aussi quelque chose de culturel. C'est changer les habitudes, et c'est là où c'est pas facile, parce qu'il faut du temps, il faut communiquer, et c'est vrai que ce volet communication, il est important dans notre programme, mais c'est pas seulement un vernis de communication, c'est vraiment mettre en avant des collaborations. On le fait au quotidien. Si vous allez sur les réseaux sociaux de la mission French Tech, vous allez voir récemment, on a valorisé des startups comme Back Market qui travaillent avec Bouygues Télécom pour réduire son empreinte carbone. On a valorisé Résilience, une startup qui travaille avec les cliniques françaises pour les aider à accélérer la télésurveillance des patients atteints du cancer. Donc ce qu'on veut montrer, c'est certes, on a des contrats, c'est de plus en plus souvent, on a ce réflexe, mais au-delà, les startups, elles ont aussi cette capacité de répondre aux défis
de transformation des grands groupes et même aux défis de transformation à l'échelle nationale liés à des gros enjeux de politique publique, la transition écologique, les progrès médicaux. Donc c'est ça qu'on veut montrer pour finalement lancer une dynamique positive et un vrai réflexe start-up. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à voir que finalement les acteurs des deux mondes font leur bout de chemin pour aller l'un vers l'autre et se rencontrer. Donc on notera que Je choisis la French Tech Academy se lance en décembre. Début d'année, donc à partir de janvier. Pour avoir des informations sur ce lancement, il faut suivre Je choisis la French Tech. Oui, et puis je pense que Margot, tu peux aussi envoyer mon mail aux participants. Vous allez me trouver aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter. Nous, on est toujours enchantés de discuter avec vous. Puis si tu me permets, Margot, je fais une petite conclusion à destination des directions achats des grands groupes, puisque vous êtes, et je sais que vous êtes présents dans la salle, nombreux, vous êtes des acteurs fondamentaux. En fait, on va y arriver grâce à vous. On a besoin de votre engagement. On a 500 entreprises qui sont aujourd'hui engagées et ce chiffre ne cesse d'augmenter. On a ces 8 grands groupes dont fait partie ADP qui ont envoyé un signal sacrément fort qui est en mai dernier 685 millions destinés aux startups dans les 12-24 mois et franchement merci à eux. Mais il faut qu'on continue encore. Et finalement, quand vous vous engagez sur le programme, certes, on va vous aider à trouver des startups. Il y a un intérêt qui est très pratico-pratique, c'est je vais trouver une solution innovante, très bien. Mais il y a aussi derrière, pour le grand groupe, afficher une conviction qui est je soutiens les talents français. C'est de dire que finalement, nous, en France, on n'est pas plus bêtes que les autres. Les autres pays le font. Ils soutiennent leurs startups, leurs PME locales. Faisons de même. On a des beaux talents. Donc, venez nous rejoindre et nous, on sera ravis d'échanger avec vous et de vous expliquer ce qu'implique un engagement sur Je choisis la French Tech. Oui, qu'il y ait une solidarité qui s'installe entre les différents écosystèmes qui peuvent s'apporter tant. Merci beaucoup, Sabrina, pour cette introduction. Alors, maintenant, je vais m'adresser à toi, Nathalie, déléguée générale adjointe du Conseil national des achats. Ça veut dire que tu vois un petit peu tout ce qui se passe au niveau des directions achats, des organisations françaises qui gravitent autour de ce monde des achats. On avait déjà discuté l'année dernière, on s'était rencontrés au moment de Big pour échanger sur ces sujets de collaboration Startup Grand Groupe. Est-ce qu'il y a des choses que tu mettrais particulièrement en avant comme les sujets du moment cette année et qui sont des marqueurs de l'implication des directions achats sur ces enjeux d'innovation? Oui, alors je dirais qu'en un an, on voit que la situation s'est beaucoup complexifiée au niveau du business, encore plus maintenant qu'hier. On parle beaucoup de sujets de souveraineté, de compétitivité pour notre pays, mais également dans les entreprises qu'on voit, dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, la nécessité d'une accélération des transitions, qu'elles soient sur le numérique, le technologique, sur la partie écologique. Il y a une pression qui est extrêmement importante. Et puis face à ça, effectivement, on voit toute une dynamique. Et je suis ravie d'être là à côté de vous. French Tech aussi, on est partenaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec vous. On voit toute la multitude d'offres qui sont proposées par les startups. Et on se dit, quelque part, il y a aussi un bon alignement des étoiles. Ce que je ressens de la part des directions achats, avec les contacts qu'on en a, c'est que véritablement, il y a une prise de conscience qui s'est vraiment intensifiée depuis un an. D'ailleurs, peut-être pour l'illustrer, il y a quelques jours, j'étais avec Margot dans le cadre du cercle des achats de l'APE, de l'Agence des participations de l'État. Et c'est ce qu'on a ressenti. Certains, par exemple, je discutais avec Thierry Pagès d'Enetis, qui me dit, mais nous, on veut vraiment travailler avec les startups. D'ailleurs, dans mon budget, j'ai 400 kilos euros tous les ans qui sont mis de côté pour les startups. Ouais, ce n'est qu'un exemple, mais en tout cas, voilà, je peux en citer d'autres. Sophie Maquet de SPI, voilà, qui accompagne aussi des startups. En tout cas, de plus en plus, lorsqu'on côtoie les directions achats, il y a vraiment une volonté de travailler avec les startups. Bon. Également sur la partie publique, on pourra en parler, les achats publics, la commande publique représente plus de 160 milliards d'achats par an. Il y a vraiment une manne extrêmement importante, on y reviendra tout à l'heure, parce que finalement, je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, et on en parlera sur les moyens. Justement, à l'APE, lorsque j'étais avec toi, Margot, on a entendu parler de simplification de la loi de la commande publique et comment accompagner les startups, parce que parfois, ça peut être un peu
poussoir de répondre à un appel d'offres. Donc, je dirais que voilà les messages positifs. Un autre message positif, quand même, c'est au sujet de l'inquiétude. Donc, je vais m'appuyer là sur l'observatoire dont tu parlais. Excuse-moi, mais tu m'intrigues, Nathalie, quand même, parce que tu viens de dire un message positif et tu nous parles d'inquiétude. Non, justement, qu'est-ce que tu veux dire par là ? un pourcentage positif. Il y a 1 an, on a demandé effectivement au médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, de monter un observatoire sur les relations entre grands comptes et entre start-up. Et pour le coup, c'est intéressant. Nous, on a été mobilisés, on a travaillé aussi sur le sujet. Et finalement, ça a obligé, quelque part, les directions achats à aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient réellement vis-à-vis des startups. Et ça a été intéressant parce que certains ont dit ah, mais finalement, j'ai tant de pourcentage, je ne le savais pas et je pourrais aller encore plus loin. Donc ça, c'est quand même déjà un premier signal. Et par rapport à ce résultat, on note que 53% des entreprises qui ont répondu finalement sont assez peu inquiètes sur le fait de travailler avec des startups. Donc, alors qu'en fait, peut-être, il y a quelques années, on était là, non, si je travaille avec une start-up, là, franchement, je prends des risques énormes. Donc, c'est plutôt un chiffre positif. Je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Alors, il y a un ou deux autres chiffres, après, je ne vais pas vous abreuver. Par contre, j'allais dire là, dans les points un petit peu plus négatifs, c'est qu'il y a 71% des directions achats qui se disent étonnées parce que lorsqu'elles font appel à l'innovation et aux start-up quelque part dans leurs appels d'offres, il y en a 71% où il n'y a pas de réponse. On peut se poser la question pourquoi et quelle solution. Donc on y reviendra aussi tout à l'heure. Et il y en a 32% qui ont besoin d'innovation, qui ont besoin de start-up, mais par contre qui ne savent pas où elles peuvent, vers qui se tourner. Donc c'est pour ça que voilà, le fait effectivement de multiplier ces rencontres sont extrêmement importants. On peut aller encore plus loin parce que beaucoup, comme je le disais, ont besoin d'innovation. Mais il y a tellement d'offres, parfois il y a un paysage qui est quand même extrêmement vaste et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc voilà sur les quelques points, on viendra après, je vais vous laisser aussi vous exprimer, mais en tout cas des points positifs. Dans les points négatifs, on en parlera tout à l'heure. Des délais effectivement en termes de temporalité qui sont encore beaucoup trop longs pour les startups, donc certainement besoin de simplification. Besoin de raccourcir ces délais, de travailler sur la compliance, un petit peu qui est peut-être parfois beaucoup trop forte pour les startups. Donc il y a effectivement des points sur lesquels on peut s'améliorer et améliorer ce sourcing quand même, parce que vous, en tant que startup, vous dites mais comment en fait on peut accéder plus facilement aux directions achats ? Et puis en face, on a des directions achats qui disent ah mais on répond pas à nos appels d'offres et finalement on cherche de l'innovation et puis on ne sait pas où aller. Donc il y a peut-être des pistes à creuser. Oui, que ce soit les délais pour réussir à contractualiser avec un grand groupe. Je pense que c'était dans l'observatoire du médiateur des entreprises qu'avait été calculé ce délai moyen. Il est de 18 mois, donc c'est extrêmement long. Il y a encore une belle marge de progression là-dessus. Et puis on parle aussi de délai de paiement, évidemment, puisqu'une fois qu'on a contractualisé et délivré, il faut que l'argent rentre dans les caisses. Et c'est un sujet ô combien important pour de jeunes acteurs comme les startups. Merci beaucoup Nathalie pour ces quelques éclairages. Alors ça me permet de vous parler du coup de ce programme qu'on a mis en place l'année dernière qui s'appelle le programme DAPI, Direction Achat pour l'Innovation, qui a déjà été mentionné tout à l'heure et qui a pour vocation d'accompagner les directions achats à travers de la formation, du conseil, des échanges entre pairs aussi et de les aider à travailler sur les éléments qui peuvent accélérer, faciliter, sécuriser les collaborations avec les offreurs de solutions innovantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle énormément de start-up. C'est la raison principale pour laquelle on anime ce projet. Mais globalement, on parle de tous les offreurs de solutions innovantes qui sont de plus petite taille que les grands groupes. Et après 1 an de programme, on pourra revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure avec Marc et Eric qui sont membres de cette première promotion, les apprentissages ont été très riches. Les enseignements sont là et les marges de progression sont identifiées. Magali, excuse-moi, tu as porté le diagnostic de maturité qui est l'un des piliers de cette offre au sein de chacune des grandes entreprises et tu as notamment fait une synthèse des enseignements de ces diagnostics. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les éléments principaux et on va dire saillants qui sont ressortis de ces échanges avec les grands groupes membres de DAPI 1 ? Absolument, merci Margot. Bonjour à tous. Donc effectivement, le programme en fait consiste aussi à analyser quelque part la maturité
des entreprises quant à finalement leur maturité en termes de sourcing de l'innovation, d'achat d'innovation, mais pas uniquement que de l'achat, de se dire comment tout ça s'organise au sein des différentes directions de l'entreprise et comment aller un cran plus loin. Alors en termes d'enseignement, ce qu'on note, c'est qu'il y a une vision stratégique des sociétés à faire l'innovation. L'innovation, c'est pas nouveau, il y a des directions innovation, il y a des directions achat innovation. Enfin, l'innovation, elle est partout. C'est pas qu'un seul département, c'est pas qu'une seule fonction. C'est une culture, c'est un état d'esprit. Donc elle est là. La question, c'est comment on arrive à mieux révéler, comment on arrive à mieux mettre en lien les différentes directions, comment on arrive à mettre un peu de structure dans quelque chose qui, justement, par définition, n'est pas forcément structuré ou structurant pour des personnes. Donc quand on a regardé ça, effectivement, on peut dire que l'innovation, déjà, 1.1, elle est partout. Donc ça, c'est le côté positif. Deuxième point, c'est qu'il y a une vraie volonté de l'ensemble des parties prenantes à aller capturer de l'innovation en externe, parce qu'on sait que sans innovation externe, la performance des entreprises, on arrive à les corréler assez rapidement sur les impacts, que ce soit en termes d'EBITDA, de PNL, en tout cas de cash. On sait que les entreprises seront moins performantes que leurs pairs. Donc, comment aller capturer cette innovation en externe, et qui de mieux que les achats, en fait, pour le faire? Sauf, un des points saillants également, c'est qu'évidemment, les startups n'ont pas forcément en tête l'organisation des entreprises, donc en fait, elles vont contacter toutes les directions potentiellement d'une entreprise. Et donc, est-ce à dire que le sourcing de l'innovation externe, et notamment de lien avec les startups, est la propriété des achats? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'effectivement, il faut laisser cette culture effectivement de foisonnement. En revanche, il y a quand même des risques à prendre en compte, des sujets à prendre en compte, notamment sur la scalabilité des solutions, l'industrialisation, et je vais revenir un peu plus tard. Mais c'est tout ça qu'il faut organiser. Troisième point saillant, c'est l'écart, je ne vais pas dire notoire, mais l'écart quand même avéré entre l'intention stratégique de faire appel à des startups pour de l'innovation, voire travailler sur l'innovation avec des grands groupes, parce qu'on se rend compte quand même que l'innovation dans les sociétés, elle est quand même structurée principalement auprès de grands groupes ou de grosses PME, enfin de sociétés de plus grosse nature, on va dire en plus grosse taille que les startups. La question, c'est de se dire, quand on veut rechercher de l'innovation, quand on est direction achat, oui, il y a l'intention stratégique, tout le démontre, c'est bien écrit, il y a des missions, c'est marqué partout. En revanche, l'écart est énorme entre l'intention stratégique et la réalité opérationnelle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est la vie des entreprises, la vie de tous les jours, c'est-à-dire le besoin nécessaire d'arriver à combiner le temps long et le temps court. C'est-à-dire on est vite rattrapé quand on est aux achats par des sujets d'urgence, de sécurisation des approvisionnements, d'optimisation des coûts, de gestion des risques. Et finalement, l'innovation, elle passe un peu en plus d'eux, enfin un peu au dernier plan, enfin souvent. Et on tombe ensuite sur des innovations, en tout cas sur ce sujet qui n'est pas forcément mis en top des priorités, alors que c'est le levier de performance numéro 1 pour la suite, à long terme. Bon. Et le point, un autre point saillant, c'est effectivement, je pense, le manque de gouvernance, de structuration des relations entre les différentes directions pour se dire, mais comment on fait une fois qu'une start-up elle a sonné à la porte de mon entreprise? Comment on fait? Qui traite? Qui gère? Est-ce que finalement, moi, achat, je suis là que pour contractualiser, mais je contractualise sur la base finalement, de quelque chose que je ne maîtrise pas forcément, parce que je n'ai pas été impliquée assez tôt dans le processus. Mais en même temps, est-ce que moi, achat, j'ai été assez force de proposition, proactive, pour aller proposer ces solutions à mes prescripteurs, mes demandeurs internes? Donc tout ça, en fait, ce qu'on note, c'est que ce n'est pas forcément structuré de façon homogène et efficiente dans toutes les entreprises. Et enfin, je vais arriver aussi sur des facilitateurs. On parle toujours de technologie, d'outils digitales. Moi, je pense que d'abord, c'est les hommes et les femmes qui font effectivement avancer les choses. Mais ceci dit, je pense que quand on parle de sourcing de l'innovation ou de travail en fait avec des startups, aujourd'hui, il y a des technologies, il y a des plateformes, il y a du digital qui permettent en fait d'aller plus vite finalement dans le recensement, dans la qualification ou la préqualification, dans la présentation finalement des services, en tout cas de l'offre de produits et services de ces startups au sein des entreprises. Et il y a énormément de beaux cas qu'on a vus en fait dans cette promotion de sociétés en fait qui ont mis ça en place pour accélérer finalement la diffusion des startups. En tout cas, une envie, une contrainte, c'est la combinaison du temps long et du temps court. Des sujets de structuration, besoin de structurer. Mais je pense que l'achat de start-up, c'est aux achats contractualisés, bien évidemment. Mais la porte, elle est ouverte auprès de toutes les directions et il faut un petit peu structurer.
Alors pour nos amis start-upers dans la salle, on parle des achats de prestations de start-up. Hein. On n'est pas sur du corporate venture, mais en tout cas, si on revient sur ces éléments de facilitation des collaborations entre grands groupes et start-up que tu as identifiés, Magali, est-ce qu'il y a aussi des éléments qui sont particulièrement saillants positifs mis en place par les entreprises aujourd'hui et redondants, on va dire, au sein des directions achats françaises? En fait, ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui ont mis en place des programmes d'incubation. Hein. Enfin, ils sont publics. Hein. Enfin, je ne vais peut-être pas les nommer toutes, mais il y a beaucoup de programmes d'incubation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie volonté quand même des sociétés, donc, au niveau de direction générale, au niveau des sociétés. Maintenant, je pense que le sujet, il est plus lié, comme je le disais, à la structuration, le process. On ne va pas trop parler de ça, mais du process, des rôles et responsabilités, de la gouvernance, le qui fait quoi. Et surtout, sur la capacité de la start-up à ne pas faire qu'un coup. À se dire, bon, bah, OK, je vais faire mon POC, puis après, qu'est-ce qui se passe? Bon, un des points qui a été marquant aussi dans ce programme, cette année, en tout cas auprès des sociétés qui ont été membres, et ce qu'on voit de façon générale chez Roland Berger auprès d'autres sociétés aussi, c'est qu'il y a quand même des cadres qui sont posés, il y a quand même une volonté des sociétés à accompagner les startups dans leur développement. C'est-à-dire que certaines proposent des formations ou de l'accompagnement à répondre à des appels d'offres, techniquement, commercialement, enfin, à voir comment, sécuritairement, j'ai envie de dire, parce que par rapport à des barrières de cybersécurité ou des besoins digitaux, enfin, en tout cas, ou de data privacy ou autre. Donc, il y a quand même des besoins et ça se passe. Donc, c'est extrêmement positif. Je pense que là, maintenant, on devrait plutôt parler évidemment de structuration, mais d'accélération. C'est-à-dire que le risque qu'on a, je pense, c'est que ça soit un peu mou et que ça se passe ou que ça prenne 5 ans, 10 ans et que finalement, l'effet retombe et on se dise, mais finalement, oui, on innove, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Du fait de ce sujet de passage à l'échelle, en fait, hein, et d'industrialisation de la solution. Oui, donc en conclusion, finalement, il y a une volonté qui est là. Elle est indéniable. Il y a des premières étapes qui ont été franchies avec succès, avec brio. L'intention, elle a été confirmée à travers des premières actions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à ce diagnostic, vous avez identifié des leviers d'amélioration, de progression concrets qui allaient pouvoir être déployés au sein de ces entreprises et les aider à accélérer sur ces collaborations avec les startups. Je pense qu'il faut demander peut-être à Marc, Marc à Eric, mais effectivement, ce diagnostic a permis de mettre en lumière. L'objectif, c'est pas de faire un diagnostic complètement exhaustif, très profond, c'est de se dire où est-ce qu'on en est par rapport à ce que je viens d'évoquer, et c'est de proposer en fait des pistes d'amélioration pour les sociétés. Ce ne sont pas des recommandations formelles, théoriques, ce sont des pistes d'amélioration sur lesquelles on peut réfléchir ensemble pour se dire qu'est-ce qui est faisable, tout ça en combinant ce temps long, ce temps court. L'essentiel, et ça me tient à cœur, c'est de commencer. C'est-à-dire que tant qu'on ne commencera pas, ça durer 1 mois, 2 mois, puis on va dire non, mais il y a autre chose, il y a les risques, et on repart dans le cycle en fait, qu'on a identifié, en fait, les problèmes qu'on a identifiés au début. Donc c'est vraiment de commencer, et on dirait en aéronautique défense, drum beater, c'est-à-dire tenir la cadence notamment, s'assurer qu'effectivement ça se passe et qu'il y a de la régularité. Mieux faire moins, mais tout le temps, que beaucoup, pas du tout, et on s'arrête. Merci. Je ne sais pas, Marc, Eric, si vous partagez. Ça me permet de passer la parole à Marc, puisque tu as parlé des cousins aéronautiques, donc on va parler maintenant des aéroports. Marc Levasseur, tu es directeur achat RSE au groupe Aéroports de Paris. Avant de nous dire ce que tu penses de ces enjeux d'achat d'innovation et de comment est-ce que vous avez lancé l'initiative au sein d'ADP, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, avec un petit peu plus de détails, les activités qui sont portées aujourd'hui par le groupe ADP? Alors oui, c'est relativement peu connu, c'est vrai. On est le premier groupe mondial aéroportuaire avec environ 300 millions de passagers qui empruntent les infrastructures dans lesquelles on est contrôlant sur 3 continents. Essentiellement donc l'Europe, évidemment, juste après l'Inde et tout ce qui est Moyen-Orient autour de la Turquie. Donc voilà, je resitue un peu, ça fait 26 aéroports, et donc pour nous, alors moi je m'occupe de la RSE dans les achats, donc aussi de l'innovation, et vous êtes tous au courant de l'enjeu écologique qui se pose dans le cadre de l'effet de serre, et donc la pression qui repose sur le transport aérien comme peut-être encore de façon plus aiguë que dans d'autres moyens de transport. Et finalement, notre feuille de route stratégique depuis 2022, sortie donc de la crise Covid, son axe principal, c'est l'innovation, parce que nous devons muter, selon une mutation que mon directeur général finance qualifie de lamarckienne, c'est-à-dire avoir dans les gènes la volonté d'évoluer et de se servir de notre environnement
dont les startups, pour modifier notre modèle d'affaires et réussir nos transitions, dont les transitions énergétiques, pour lesquelles on doit travailler aussi avec une entreprise qui fait partie de la promotion, notamment avec Airbus, mais avec beaucoup d'autres grandes entreprises, pour soit susciter en fait un terreau de germination pour des startups qui vont s'inscrire dans la transition vers l'hydrogène, dans les carburants alternatifs durables, pour nous aider à, parce qu'on est sur le chemin critique en tant que gestionnaire d'infrastructure, pour nous aider à accélérer la transformation des motoristes et des avionneurs qui sont en fait en première ligne sur cette mutation. Donc voilà, donc du coup, l'opportunité d'avoir des filiales internationales et cette exigence stratégique d'avoir des résultats dans le domaine de l'innovation, ça nous a conduit à avoir une direction spécifique dans le domaine de l'innovation, de faire pas mal de corporate venture avec un certain nombre de startups. Alors vous avez entendu parler des taxis volants aussi, parce que ça sont aussi une nouvelle modalité, on va dire, d'électrification d'une petite distance de transport. Et donc voilà, pas mal d'autres initiatives qui donc nous conduisent, nous, aux achats, finalement, à constater qu'il y a de l'émergence d'initiatives dans toutes les directions et que nous, en tant que processus transversal, on faisait de l'innovation, en fait, un peu comme M. Jourdain, sans le savoir, les acheteurs. Et là, le fait d'adhérer à DAPI et de pouvoir partager nos retours d'expérience, y compris avec Christelle, ici présente, directrice des achats de la Poste, donc qui fait aussi partie de la commande publique, comme le groupe ADP, de trouver des moyens d'optimiser, d'accélérer, de donner envie, en fait, parce que je crois que c'est aussi beaucoup ça, à nos acheteurs qui sont, hélas, je le constate aussi, trop souvent pris par le quotidien, la production, les consultations, les exigences de délai, parce qu'on a nous-mêmes des engagements auprès des compagnies aériennes pour délivrer des infras, etc. Les fameux temps courts, temps longs qu'évoquait Magali tout à l'heure. Donc, pour donner un exemple concret, à mon niveau, suite à l'expérience d'API, effectivement, je suis en train de rédiger un processus des achats de l'innovation qui va nous permettre d'asseoir une gouvernance en collaboration avec notre direction d'innovation qui elle-même a fait déjà infuser des tas de laboratoires d'innovation à Orly, dans la direction d'ingénierie et d'architecture. Ça, voilà, ça foisonne vraiment un peu partout. Et là, l'idée, c'est un peu de tirer un peu d'expérience de façon, en prenant un peu de recul de ces 3 dernières années où on a vraiment appuyé sur l'accélérateur de l'innovation pour mieux s'accommoder des contraintes de la commande publique, et on travaille parallèlement avec l'APE et avec la Direction générale des entreprises dans des groupes de travail un petit peu prospectifs pour voir comment on pourrait faire évoluer cette commande publique pour nous faciliter un peu le travail. Néanmoins, il y a quand même des opportunités aujourd'hui à saisir. On peut tout à fait essayer de faire des hypothèses sur des volumétries de marché avec un phasage, des tranches fermes, des tranches conditionnelles qu'on va pouvoir déclencher au fur et à mesure sans avoir à reperdre 6 mois ou 1 an pour une nouvelle consultation parce que le POC de moins de 100 000 euros, il a donné de bons résultats et que non, on voudrait pouvoir accélérer, mais on va reperdre encore 6 mois ou 1 an du fait des contraintes de la commande publique. Donc voilà, c'est un peu tous azimuts. Ça peut remonter très haut parce qu'on a nous-mêmes, la commande publique nous est aussi intimée par une directive européenne de 2014 qui, du fait de nos statuts d'adjudicataire d'infrastructures, nous rattache à cette commande publique. Voilà. Et j'en dirai pas plus parce que c'est un peu compliqué, mais derrière, il y a tout aussi une réflexion de se projeter par rapport à ce modèle d'affaires, avec notamment ce qu'on appelle la double caisse, une caisse aéronautique qui relève du cœur de métier, et puis toutes les activités connexes qui ne sont pas, finalement, de mon point de vue, par exemple, éligibles au titre de la commande publique et qui pourraient peut-être subir un peu moins de contraintes à l'avenir. Mais voilà, tout ça, ça se travaille. C'est du moyen-long terme. Et en attendant, il faut que les aéroports tournent. Et on a parlé tout à l'heure de l'engagement du groupe Aéroports de Paris avec Je choisis la French Tech. Vous avez fait partie des 6 sociétés, n'est-ce pas ? Des 8 sociétés, pardon, qui ont décidé de rejoindre cette promesse finalement d'investissement fait au cœur des startups françaises cette année. Donc la volonté, là, est indéniablement présente au sein du groupe Aéroports de Paris pour aller vers des collaborations avec des acteurs innovants. Est-ce que toi, Marc, sur la direction achat, au-delà de ce façonnage du schéma de gouvernance et du process, tu sens aussi une ébullition au sein de tes équipes pour aller vers ces projets innovants ? Alors, au sein de mon équipe spécifiquement dédiée à la RSE, donc la responsabilité sociétale environnementale, dans le cadre de notre démarche d'achat durable et responsable, on est labellisé donc Relations fournisseurs achat responsable depuis le tout début. On a signé la charte en 2011. On doit être labellisé depuis 2014. Donc oui, j'ai une petite équipe d'une dizaine de personnes, et dont d'ailleurs une start-up qui a été créée par un des membres de mon équipe. Parce qu'en fait, le retour d'expérience des start-up, c'est aussi de les faire soi-même pour se rendre compte de la difficulté qu'on retrouve
à l'intérieur d'une grande société pour faire émerger de nouvelles pratiques. Donc c'est tout simple, hein, mais c'est un modèle qu'on déploie depuis 3 ans. On appelle ça Airport Market. On revend des équipements aéroportuaires à d'autres aéroports dans la mesure où il y a un renouvellement qui parfois est lié à la réglementation de systèmes de sûreté pour le contrôle de tout ce qui rentre dans les avions, etc. Dans la mesure où on a plein d'engins aéroportuaires spécialisés pour déneiger, pour dégivrer. Et donc en fait, on a un matelas, si vous voulez, d'équipements aéroportuaires qui, jusqu'alors, était un peu repris par des gens qui recyclent la matière, qui ne trouvaient pas de débouchés en dehors de notre utilisation et qui, parfois, en fait, atterrissaient dans des endroits où ils perdaient encore la capacité de fonctionner, alors même qu'ils avaient une valeur d'usage très importante. Du coup, cette idée-là, ça nous a aidé à commencer à générer un chiffre d'affaires et une économie circulaire autour de nos engins aéroportuaires. Et puis on est en train de réfléchir en disant, oui, mais l'économie circulaire, c'est aussi les mouvements de terre, c'est aussi le recyclage des matériaux de concassage de pistes quand on veut faire une réfection de piste, c'est aussi la récupération de faux plafonds quand on défait une boutique parce qu'on va la remplacer, etc. Et donc en fait, on est en train de se rendre compte qu'on est en train d'upgrader et d'upscaler ça. Et donc voilà. Donc dans mes équipes, il n'y a aucun souci. Les acheteurs non plus, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont sollicités par les prescripteurs. Donc c'est très bien que le sourcing soit multiple et que tout le monde ouvre ses fenêtres aux startups et on va même jusqu'à aller exiger de nos titulaires de marché, qui sont parfois des grosses sociétés, hein, qui font le nettoyage, qui font le recyclage des chariots, qui s'occupent des personnes à mobilité réduite. On exige, dans le cadre de la mesure de leur performance, il y a un chapitre innovation. Donc on a un marché avec vous de 8 ans, au maximum, parce qu'on se laisse la possibilité d'en sortir si jamais les prestations ne sont pas au niveau souhaité. Eh bien, on vous demande, quand vous avez un chiffre d'affaires, par exemple, supérieur à 5 millions d'euros par an avec nous, de nous faire tous les ans un retour sur votre maturité dans le domaine de la RSE, dans le domaine de la qualité de service, de la performance opérationnelle et de l'innovation. Et donc ça, en fait, c'est ce que je vais écrire dans le processus d'achat qui est en train d'être synthétisé, c'est qu'on va insuffler l'innovation à toutes les étapes du processus. Depuis la stratégie d'achat, on fait des cahiers stratégiques qui sont des documents qu'on partage très peu, dans lesquels on analyse le marché, les acheteurs se projettent sur les probabilités d'avoir des évolutions capitalistiques entre les différents acteurs, la cartélisation plus ou moins importante de nos marchés, et qui derrière, effectivement, doivent ajouter aussi des considérants sur les RSE par rapport aux risques environnementaux, par rapport à la décarbonation. Et pour ça, en fait, on a vraiment besoin de l'innovation, de nouvelles idées, parce que c'est notre principal levier, avec après la sobriété, la pédagogie autour des problématiques environnementales, etc. Merci beaucoup Marc. Je me tourne maintenant vers Eric. Voilà, on a parlé de sobriété, de décarbonation, de RSE, ce sont des sujets qui sont cœur métier chez Schneider Electric. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur l'activité de Schneider Electric ? Bonjour tout le monde. Schneider Electric, c'est un spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisation des bâtiments. Notre mission, c'est d'électrifier en fait l'usage de nos clients en termes d'énergie et de digitaliser, qui permet quelque part d'optimiser la consommation énergétique de vos bâtiments et de vos usages industriels ou tertiaires et autres. Le bon exemple, c'est le data center qui est en train d'exploser avec le GenAI. Quand on voit la consommation énergétique d'un data center, on a intérêt à travailler effectivement à réduire sa consommation énergétique, qui a un impact direct sur la décarbonation, puisque CO2 égale quand même consommation d'énergie. Et sur la planète, on n'a pas tous la chance, je ne vais pas faire de politique ici, d'être au nucléaire en France, versus il y a d'autres mondes qui sont beaucoup plus pollués ou décarbonés ou carbonés. Donc ça, c'est le métier de Schneider Electric. Donc on est une société de tech. On fait aussi bien du hardware que du software dans tous les environnements de bâtiments, comme j'ai parlé du data center et autres. Voilà ce qu'on fait. Ok. Et par rapport à ces enjeux d'achat d'innovation, vous avez abordé les choses différemment chez Schneider. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà comment est-ce que vous êtes structuré en interne et plus particulièrement ce que toi tu pilotes chez Schneider Electric ? Alors on a décidé... ça fait à peu près 5 ans qu'on a mis ça en place dans le groupe. On a décidé d'investir en fait au sein de la fonction achat dans ce métier effectivement d'innovation. Alors on n'a pas trouvé des magiciens, on n'est pas sorti du chapeau à trouver des savants fous, des chercheurs fous. On a juste dit à un moment donné, ça fait partie de nos missions.
Et donc, je pilote en fait cette organisation-là que j'appelle la co-innovation. Donc, quelque part, tous les projets d'innovation avec des relations externes. Relations externes, ça peut être aussi bien avec des startups, nos partenaires stratégiques, de nouveaux partenaires technologiques, des académiques, voire même des compétiteurs. Et donc, on travaille sur cet écosystème-là. Et donc, on a mis en place une organisation au plus proche des équipes business pour dire l'innovation, elle est au cœur des affaires. Et on n'a pas mis une organisation en centrale un peu en l'air. On voulait vraiment traduire ça par des projets concrets. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, on couvre à peu près tous les sujets d'innovation, que ce soit les sujets technologiques ou des sujets de business model et ainsi de suite. On parle de la circularité. Oui, on travaille déjà sur comment mettre en place des chaînes de valeur de la circularité. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de retravailler en fait notre chaîne de valeur sur les produits. On contribue en tant qu'acheteur à travailler sur ces sujets-là parce que effectivement, on a besoin de travailler avec l'externe. Je vais vous donner quand même un petit chiffre, juste pour vous donner un peu une idée sur le côté technologique et digital. Chez Schneider, on a 5% de notre chiffre d'affaires, donc on a 38 milliards aujourd'hui. On est 150 000 personnes sur la planète. 38 milliards de revenus. On dépense aujourd'hui 5% de notre revenu dans la R&D. Lié à l'évolution de la technologie, on va passer de 5 à 2%. Ah, 7%, pardon. À 7%. On va augmenter de 2%. Alors 2%, ça paraît assez faible, mais quand on fait 38 milliards, ça commence à se voir. Et on se dit, est-ce que c'est suffisant? Non. Et donc forcément, quand on regarde l'investissement aujourd'hui dans la tech et dans le digital, on parle de 2 trillions de dollars d'investissement dans les différents écosystèmes, que ce soit dans l'AI, dans le digital, dans la mobilité, et ainsi de suite. Donc on se dit qu'on peut ne pas, entre guillemets, se couper un bras en n'ayant pas des partenaires externes. Donc c'est notre ADN d'aller chercher effectivement des gens en externe, et on a travaillé plus spécifiquement, parce que c'est le sujet des startups aujourd'hui, notre approche de startup. On a 3 manières de travailler l'innovation chez Schneider. On a bien sûr la venture capital. Là, on est plutôt sur la notion d'equity, et pour les start-upers, c'est toujours intéressant quand même. On a une partie incubation. Donc, comment on peut incuber effectivement des nouveaux projets internes ou externes. Et puis le 3e point, et c'est celui que je travaille le plus aujourd'hui en termes de responsabilité, c'est la notion de partenariat, qui peut emmener à des collaborations de co-développement, de co-innovation, de joint market. On va aider des startups à aller chercher des markets, à compléter nos offres systèmes avec des solutions de la tech et aller adresser des clients ensemble. On a plusieurs modèles en fait de collaboration avec les startups. Et alors, tu nous as présenté le fait que les ressources dédiées à la R&D et à l'innovation globalement augmentaient chez Schneider Electric. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place en parallèle pour accélérer cette incorporation de l'innovation externe? Oui, alors là, je reviens un peu sur les messages de Magali. Le gros sujet, c'est déjà l'alignement en interne. Donc j'ai la chance, donc je suis au global de tout le groupe. Donc l'idée, c'est déjà d'aligner un peu les planètes sur tous les métiers. Donc que ce soit dans les CTO, donc les fameux Chief Technology Officer, qui drivent plutôt les roadmaps technologiques, mais aussi au cœur des gens des business units, ceux qui délivrent les offres. Parce qu'on délivre, nous, des offres, encore une fois, de hardware, de services ou de software. Et donc de dire, voilà la contribution de la fonction achat dans l'innovation, dans votre cycle d'innovation. Les achats ne vont pas faire de l'innovation tout seuls. Par contre, on va contribuer à leur cycle d'innovation avec des choses très particulières. Le scouting aujourd'hui, quand je discute avec des directions ou des partenaires et ainsi de suite, les start-upers les premiers vont voir les directions de l'innovation, ou si c'est une société de tech, va avoir les gens de la R&D et ne pense jamais à aller voir les gens des achats. Alors je comprends, parce que déjà il faut les trouver, c'est compliqué. Et puis 2, ils n'ont pas tous la même maturité ou la même écoute. Ma recommandation, c'est somme toute de demander à votre client interne d'associer tout de suite en fait l'acheteur. Et vous allez voir que vous allez gagner très très rapidement en efficacité pour mieux comprendre l'organisation dans l'entreprise dans laquelle vous tombez. Je prends l'exemple de Schneider, on est 150 000, on a 4 hubs dans le monde. Donc moi j'ai des équipes aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Europe. Quand vous tapez, on parlait de relations très locales, à Grenoble, d'où je viens, je ne suis pas un Parisien,
l'innovation se fait aussi en province. Non, blague à part, mais globalement, quand vous venez taper à la porte, quand vous êtes parti effectivement de la French Tech régionale, ou à Grenoble, on a la chance d'avoir un pôle d'expertise dans les semi-conducteurs, dans les digitales et autres, avec un CEA qui est quand même assez dynamique, eh ben, on va travailler une relation de proximité. Mais peut-être que le business, il n'est pas dans la proximité, il est peut-être à l'autre bout de la planète, dans mon organisation qui est aux États-Unis. Donc je vous encourage, en tant que start-upper, à aller toujours taper sur les deux facettes d'une organisation et ne pas oublier les acheteurs. Même si, de temps en temps, ils vous réduisent peut-être à une dépense, à des délais de paiement et ainsi de suite. Il faut aussi éduquer votre client sur vos contraintes que vous avez, mais aussi, on va vous éduquer. Je reçois 100 minimum par jour pour me dire que j'ai la super idée qui va révolutionner Schneider Electric. Parce que je commence à être visible. Quand vous mettez directeur achat innovation sur LinkedIn, vous commencez à être bien connu. Et bien, je reçois 100. Alors, avec des trucs super bien, des fois très customisés, puis des fois très génériques. Ben, forcément, je passe à côté. Donc, c'est aussi à vous, start-upers, de bien identifier l'écosystème et profiter de cette proximité. Je pense que c'est important, en fait, ce sujet, hein, la proximité. On a tous des outils digitaux. J'ai pas besoin, moi, j'ai pas de problème pour faire du scouting. Hein. Quand je viens à eBig, là, j'ai mis 2 thématiques dans le chat GPT. J'ai dit quelle start-up je dois rencontrer. J'ai la liste des start-up que je dois rencontrer dans le chat GPT. Demain, quand vous allez créer des idées d'innovation, aujourd'hui, quand vous faites des POC, vous faites Sora OpenGenAI ou d'autres applications, vous faites un prompt, vous avez déjà presque le POC en vidéo. Donc toute la phase scouting va se simplifier. Par contre, ce qui est sûr que transformer le scout en sujet concret, là, c'est une affaire de personnes. C'est une affaire de gens. Je dépasse peut-être le temps, là, non? Ça va. Je laisse terminer ta phrase. On est encore bon. Donc voilà. Donc, non, mon propos, c'est de dire encore une fois, c'est une question d'hommes et de femmes ou d'hommes, et qu'il ne faut jamais oublier ça. Et que n'imaginez pas que parce qu'on est un grand groupe, on ne va pas vous écouter. Vous êtes indispensable dans notre écosystème d'innovation. Mais à l'inverse, n'imaginez pas, parce que vous avez une super idée, que forcément, ça va être adopté par tous les grands groupes que vous allez solliciter. Et cette équation, elle est frustrante. Alors moi, j'ai fait partie de 3 incubateurs internes, donc 3 startups. Donc déjà, c'est déjà compliqué en interne. Alors j'imagine quand on doit aller chercher en externe. Il faut continuer, il faut être pugnace et ainsi de suite, mais il faut vraiment bien comprendre. Vous avez une proposition de valeur à vendre, comprenez l'organisation que vous avez en face de vous. Et j'aurais une dernière question à vous adresser avant qu'on passe aux questions de la salle, évidemment. Pour tous, finalement. Mais je vais vous demander d'être rapide, puisqu'après, il va falloir qu'on prenne quelques questions. Est-ce que vous auriez un conseil à donner ou une raison pour laquelle, à votre avis, il faudrait qu'en tant que direction achat, on se lance sur ce sujet de l'achat d'innovation? Pourquoi est-ce que ça devrait devenir une priorité? Le popcorn, je t'en prie, Magali. Je commence. Tu popes en premier. Qui dit innovation dit performance. C'est-à-dire que sans innovation, une boîte, une société, elle va perdre en performance durable et en profitabilité. Donc je prends ma casquette de consultante, je me dis sans innovation, c'est pas possible. Donc j'encourage toutes les directions achats, enfin toutes les directions dans les sociétés, à aller chercher plus d'innovation et ne pas s'interdire toute forme d'innovation externe qu'on peut trouver. Que ce soit de la start-up, que ce soit le grand compte, que ce soit la PME, que ce soit de l'interne, allez capturer l'innovation et structurez-la. Ça vous rendra plus performant et plus profitable dans la durée. Dans la durée, je pense que ça c'est important. Merci. Ouais, je vais rajouter la culture de l'innovation, il faut la développer dans les entreprises. Donc les directions achats, je vous invite à développer cette culture. 2, oui, il faut mettre du process. On a l'impression que l'innovation, ce n'est pas processé, c'est faux. D'ailleurs, quand vous êtes start-upper ou quand vous faites vos levées de fonds, vous faites tout ce qu'il faut bien pour faire cela, preuve de valeur et ainsi de suite. Et 3, je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est un peu cette notion de gouvernance. Je pense qu'il faut essayer très très tôt en fait, d'aligner les planètes en interne. Donc je parle là pour les directeurs achats. Allez voir vos fonctions type R&D, business,
pour leur expliquer que vous leur apportez de l'aide dans leur innovation. On ne peut pas faire autrement. Je veux dire, il n'y a pas à tordre, on ne peut pas faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va faire l'innovation avec toutes les startups de la planète. À vous aussi, start-upers, d'être différenciants par rapport à vos autres collègues. Parce qu'il y en a plein. Plein, plein, plein. Et en France, on a la chance, merci la French Tech aussi, et la BPI, on a un terreau qui est génial, quoi. Mais aujourd'hui, vous avez aussi vos confrères qui sont dans différents territoires qui ont la même dynamique. Merci Eric. Nathalie, un petit mot. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, il y a une multitude de startups et on va faire appel à des startups aussi lorsqu'on a un besoin bien précis. Ce que ça m'évoque, c'est aussi pour les directions achats actuellement, la gestion des risques est extrêmement important. On a effectivement par rapport à ces risques, tous les risques environnementaux, des aspects réglementaires aussi liés à la décarbonation, le scope 3. Et par rapport à ça, les obligations, on a besoin d'accélérer sur ces sujets-là. Et une des réponses à cette accélération, c'est l'innovation, c'est l'éco-conception. Tout à l'heure, Eric, tu parlais d'éco-circularité. On parle de gestion des déchets, comment mieux gérer l'énergie. On a plein de sujets sur lesquels on a beaucoup d'interrogations. On se tourne vers les achats et on a besoin d'innovation pour aller beaucoup plus vite. Par contre, il y a un moment, je reviens sur mes chiffres, vers qui se tourner. On a beaucoup d'offres. C'est presque le sujet, comment résoudre ça. On a besoin de vous et en même temps qui ? Merci beaucoup. Alors, en conclusion de ces échanges, déjà, avant de passer aux questions, je dirais qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais l'un des messages saillants, je trouve, c'est qu'il y a un écosystème qui est en place. Il y a un écosystème qui est composé de grands groupes, qui est composé de start-up, qui est composé d'organisations, qui accompagnent aussi à la collaboration. Donc, je pense que les moyens, ils sont là. Saisissez-vous-en, innovez au sein de vos grandes organisations et avec les offreurs de solutions innovantes qui sont présents sur les territoires, dans la capitale. Pour les startups, osez aller à la rencontre aussi des directions achats qui peuvent être de formidables portes d'entrée pour rentrer dans le panel fournisseur et proposer vos offres. Vous pouvez aussi vous rapprocher en tant que direction achat du CNA, de la French Tech, pour identifier toutes les solutions qui sont disponibles aujourd'hui. Et puis évidemment, pour ceux que ça intéresse, rejoignez aussi la dynamique d'API, Direction Achat pour l'Innovation, puisque ça fait un superbe trait d'union sur le comment et le pourquoi innover demain au sein de vos organisations. Alors Sabrina, en parlant de la French Tech, il me semble qu'il y a une actualité qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines. Vous avez changé de directrice ? Oui, on a donc Julie Huguet qui nous a rejoint, qui n'a pas officiellement pris ses fonctions, mais qui ne serait tardée. Et vous aviez tous parlé de l'innovation territoriale. Julie, c'est une entrepreneuse du terrain. Elle nous apporte déjà ce regard à la mission French Tech. Donc voilà, vous avez le visage de la nouvelle directrice de la mission French Tech. Julie, est-ce que je peux venir te demander de venir simplement nous saluer ? Comme ça, les personnes qui sont en ligne. Prévu, hein. C'est complètement improvisé. J'ai eu l'autorisation de Sabrina. Voilà. Bonjour Jenny, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je vais juste peut-être me mettre là. Merci pour cette belle table ronde et ces échanges. Donc, je suis effectivement la nouvelle directrice de la mission French Tech, entrepreneur moi-même dans les Alpes et présidente de French Tech Alpes pendant 3 ans. On s'est déjà croisés. Oui, on est un peu partout en ce moment. Félicitations du coup Sabrina, j'en profite, c'était très très bien représenté. Avec la French Tech, on a à cœur de vraiment travailler sur ce sujet des relations grands comptes, côté public comme côté privé. Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser dans les prochains mois, les prochaines années. Et on a du coup à cœur également de pousser les entrepreneurs et les grands comptes à remonter les manches et à travailler ensemble pour faire un pas l'un vers l'autre, parce que ce n'est pas si simple, mais des deux côtés. Donc voilà, mission collective. D'ailleurs, on s'est rencontrés aussi dans le cadre des universités, des achats. Exactement, où je portais déjà le sujet. Chez Freelance. Exactement. Voilà.
Bienvenue Julie. Voilà, je pense qu'avec ton arrivée, tout le monde est certain que la relève est assurée. Et sache que tous autour de la table, nous sommes absolument ravis de te voir arriver. On te souhaite la bienvenue. Et on voulait simplement te mettre aussi sous les lumières des projecteurs pour dire qu'on est ravis de te voir arriver aujourd'hui. C'est très gentil, merci beaucoup. Je suis ravie de travailler avec la BPI. Merci Julie. Alors maintenant, si vous avez quelques questions dans la salle, il nous reste 10 minutes. On va passer le micro. Bonjour, Stéphanie Pochettino, groupe Crédit Agricole, responsable projet et partenariat innovation. Donc, moi, je porte une initiative d'un collectif de volontaires de 80 qui veut rapprocher les deux mondes. Et donc, on est en train, effectivement, d'essayer d'arriver à processer les choses. Et la première constat, et je m'adresse à la French Tech et au Conseil national des achats, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de définition qui était clairement établie. Concrètement, quand on a voulu répondre à la première enquête de l'Observatoire du médiateur des entreprises, parmi les startups était identifiée une très grosse structure du groupe Crédit Agricole, donc on n'a pas compris. Donc nous, on a des propositions à vous faire aussi pour essayer ensemble, collectivement, comme le proposait ici Marc Levasseur, de faire bouger les lignes sur certains sujets pour que vous nous aidiez concrètement à ce qu'on puisse déjà dans les systèmes achats identifier les startups. Chez nous, on est incapable d'identifier dans nos systèmes quels sont les achats faits avec des startups. Donc on essaye déjà de régler des problèmes simples de langage commun. Qu'est-ce qu'une start-up? Les identifier et après mettre le cadre des risques qui est adapté. Concrètement, vous le savez, dans le monde de la banque et de la finance, on a un monde très régulé. Et une start-up, c'est une entreprise comme une autre qui devra de toute façon tout respecter, que ce soit les risques cyber et tout ça. Donc moi, c'est plutôt un appel et un témoignage à un regroupement des moyens des grands groupes avec l'aide de BPI France, de la French Tech, de tous les acteurs du CNA, pour qu'on puisse ensemble définir ensemble cette définition et ces langages communs pour faire bouger les lignes. Parce qu'effectivement, structurer, processer, mais si on n'a pas le moyen de mesurer, piloter, on ne peut rien faire. Et c'est une action du collectif, et ça j'y crois. On en a beaucoup parlé avec Eric, avec Marc et avec tous les acteurs autour de cette table. On a besoin de vous pour nous aider à craquer le sujet. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, sur ce point, l'observatoire, l'année 2 va être lancée dans quelques jours. Donc, si vous voulez, je peux aussi l'évoquer. C'est un point sur lequel c'est important, effectivement. Je sais que le problème de nommer, de voir quelles étaient les startups qui étaient constituées dans les chiffres qu'on remontait a été un sujet qui a été abordé. Donc, c'est un point, effectivement, dans le cadre du lancement 2 qu'on peut aborder. Et ça allait dans quelques jours. Donc, je vous... Et puis c'est un point qu'on a vraiment en tête à la mission French Tech qu'on est en train de traiter. On n'était pas plus tard qu'hier en lien avec le médiateur des entreprises. Donc pas d'inquiétude sur ce tableau, il va être nettoyé. Les équipes de la DGE travaillent fort sur ce sujet. Et sur le sujet des startups, effectivement, ça on en a conscience. Il n'y a pas de définition qui fait consensus. On a quelques grands critères. Voilà. Mais en tout cas, sur la partie tableau, on travaille dessus. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Bonjour, j'ai une question pour Magali. Vous avez mentionné que vous étiez approché par beaucoup de startups et que c'était compliqué pour vous de sélectionner avec lesquels travailler. Comment est-ce que vous nous recommandez de vous approcher en tant que startup pour maximiser nos chances ? Merci. Alors, je pense que la question était pour Nathalie. Donc, effectivement, vous êtes approché par beaucoup de startups. Comment est-ce que vous faites pour les sélectionner et maximiser? Comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser les chances finalement? Alors, comment on peut faire? Alors, moi, j'ai eu quelques éléments de réponse ou des idées. En tout cas, voilà, pour l'avoir évoqué avec certains directeurs achats, il y a des électrons libres, en tout cas des membres des organisations achats qui sont dédiées justement pour être en contact avec les startups. Donc des acheteurs qui ne sont pas dédiés, j'irais, sur l'opérationnel pur et dur, qui sont là aussi pour aller sur des événements comme celui-ci, sur des salons, qui vont vers les rencontres, qui vont vers les événements de la French Tech et qui sont là pour identifier effectivement les solutions proposées qui pourraient le plus correspondre aux besoins. Donc ça, par exemple, ça c'est quelque chose. Je vais revenir encore à Thierry Pagès d'Enedis avec qui j'ai discuté. Ce sont des idées qu'ils ont retenues notamment lors d'échanges avec des collègues américains. Lorsque Pierre Pelouzet a remis aussi le rapport de ce fameux observatoire à Vivatech,
L'idée était de créer peut-être un job de monsieur ou madame start-up. Ça pourrait être aussi, comme on peut avoir un médiateur dans les entreprises, en cas de problème. On pourrait effectivement avoir pour vous un identifiant, donc vraiment une porte d'entrée au niveau de la direction des achats. C'était une des idées retenues, et en tout cas qui pourrait être poussée. Merci. Je peux juste peut-être compléter. Je ne sais pas où vous êtes, je ne connais pas votre domaine de technologie. Je vous invite à vous rapprocher de l'écosystème innovant de votre région, département, je ne sais pas où vous êtes. Je pense que c'est un vrai pilier. On parlait de la French Tech, allez voir la French Tech. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider à trouver potentiellement, parce qu'effectivement, c'est déjà rencontré certainement à Grenoble ou dans une autre région, dans un écosystème. Quand on dit c'est une histoire de personnes, je pense qu'il faut vraiment utiliser cette chance qu'on a en France d'avoir cet écosystème hyper fort. Je n'ai pas dit que ça allait être simple, et qu'on va vous ouvrir toujours les portes. Mais utilisez, je vous encourage, jeunes start-upers ou même ceux qui sont peut-être un peu plus matures, d'aller utiliser cet écosystème. Pas forcément d'aller faire tous les salons, utilisez déjà les ressources qui sont structurées. Et je pense que là, vous allez gagner beaucoup de temps parce que c'est des gens compétents. Et je dirais juste peut-être pour compléter, c'est que l'écosystème se parle. Je pense que la preuve, elle en est aussi aujourd'hui. De plus en plus, on se rend compte, on travaille ensemble, on se partage des liens, des réseaux, des mises en relation. Et c'est assez important aussi. Enfin, voilà, même pour vous, c'est quand même plutôt facilitateur qu'à un moment, que vous puissiez frapper à une seule porte et pas vous diversifier sur plein de différents interlocuteurs. Merci beaucoup. Ça va être la fin de la table ronde. Je pense qu'en mot de la fin, on peut retenir ce principe d'écosystème qui a vraiment été la pierre angulaire de ces échanges aujourd'hui. Merci à tous. Passez un excellent big.